Bienvenue sur la chaîne YouTube Choupichou. Ici, on va te partager notre aventure d'ouverture de crèche et de centre de formation, mais en format un peu plus long. On se donnera rendez-vous une fois par mois, minimum, date qu'on s'est fixée pour être sûr de la respecter. Pour cette première vidéo, je vais te partager mon parcours de manière chronologique et un peu narratif, style podcast. Comme si je racontais un peu mon parcours à une copine. Tu viens peut-être suite à cette vidéo. J'ouvre ma propre crèche sur l'île de la Réunion, que tu as vu sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et si tu nous découvres comme ça sur YouTube, sache qu'on partage quotidiennement notre aventure sur les réseaux sociaux. Commençons par les présentations. Je m'appelle Jeanne, je viens d'avoir 27 ans, je suis éducatrice de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture. Et donc, j'ouvre ma propre crèche sur l'île de la Réunion. C'est comme ça qu'on commence toujours nos vidéos sur les réseaux sociaux. Comment je suis passée d'aide-soignante à 18 ans à éducatrice de jeunes enfants qui ouvre sa crèche, même pas 10 ans plus tard. On reprend tout. Ma première expérience professionnelle plus stage. En troisième, à l'époque, on pouvait faire un stage d'observation. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, il me semble que ça a changé. Mais en tout cas, à l'époque, c'était en troisième. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire un stage en crèche. C'était comme ça. Il n'y a pas de raison particulière sur le fait que j'ai toujours été attirée par la petite enfance. Donc j'ai tout simplement appelé toutes les crèches autour de chez moi sur Google. Et la première qui a dit OK, je suis partie faire un stage là-bas. Ça s'est très bien passé. C'était finalement ma première expérience en crèche. C'est vrai que c'est marrant que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui respectent autant le stage d'observation de troisième qu'on fait pour en faire vraiment leur métier plus tard. Mais en tout cas, moi, c'était mon cas. Sans explication, j'avais personne dans ma famille qui travaillait dans le milieu de la petite enfance. Ça m'a toujours attirée. Après, il est vrai que personnellement, mon petit frère, avec qui j'ai 11 ans d'écart, donc mon plus jeune petit frère, parce que j'en ai deux, Choupichou, du coup, il s'appelle. En tout cas, c'est son surnom qu'on lui donne depuis la naissance. Handicapé, il est autiste sévère, il a de nombreux TED. Trouble envahissant du développement, c'est un autisme non verbal, il n'a jamais parlé. Vu que j'ai 11 ans d'écart avec lui, déjà à 14 ans, ça faisait 3 ans qu'il était dans nos vies, forcément, son handicap a influencé peut-être sans faire exprès mes choix d'orientation professionnelle, mais pour moi, ce n'est que positif. Mon histoire personnelle, elle n'est que positive, mais elle impacte forcément dans notre histoire professionnelle. Je pense que chez plein de gens, c'est comme ça. Sûrement que pour moi aussi, ça a été le cas, mais ce n'est pas que ça, parce que même avant qu'il naisse, même enfant, je me rappelle que j'ai toujours été attirée par ce milieu-là. Mais il est sûr qu'après, à l'adolescence, j'ai vraiment baigné dans cet environnement socio-éducatif. Surtout que j'étais une grande sœur très investie, j'allais à beaucoup de rendez-vous toutes les semaines pour lui, voilà, pour l'aider à progresser le plus possible. Forcément, cette histoire, aujourd'hui, elle me suit, puisque du coup, crèche Choupichou, Choupichou Formation, tout ça, c'est son surnom. Donc c'est un peu notre manière avec Julien de lui rendre hommage. Lui qui ne peut pas forcément faire de choses extraordinaires au quotidien, et ben on essaye d'en faire 2 fois plus pour lui aussi. C'était la petite parenthèse un peu perso-pro. À la fin de la troisième, là, quand même, forcément, j'avais 13-14 ans, donc j'étais quand même influencée par les choix des parents. Mon père voulait que j'intègre un lycée particulier où on n'intègre que sur concours, et moi, je voulais pas du tout faire ça. Mais j'ai quand même fait le concours, j'ai quand même travaillé le concours, et heureusement, je n'ai pas réussi le concours. Du coup, finalement, vu que les résultats étaient en juillet, que les affectations des lycées de secteur avaient déjà été faites, je suis partie en seconde générale, sans réfléchir, puisque normalement, j'aurais dû aller à ce lycée particulier, mais moi je ne voulais pas y aller, puisque c'était en internat. Très contente, finalement je pars à mon lycée de secteur, et le premier jour de la rentrée des classes de seconde générale, je vais voir ma prof principale, et je lui dis, en fait, moi je ne voulais pas faire ça, moi je voulais faire un bac professionnel, service à la personne et au territoire, déjà parce que j'avais plusieurs bonnes amies qui étaient rentrées dans ce cursus, et surtout parce que c'était ce milieu-là qui me plaisait. Et je savais déjà, j'avais quand même une idée en tête que je voulais soit travailler dans le paramédical, soit dans le social, éducatif. Enfin, j'avais quand même une idée de ce que je voulais faire. Donc c'était foutu. Donc j'ai fait mon année de seconde générale classique. Et après plein de rendez-vous avec les conseillers d'orientation, j'ai rattrapé mes stages également pendant cette année de seconde générale. Je suis rentrée directement en première professionnelle. Donc c'est assez atypique. En fait, je pouvais continuer un cursus général, voire technologique, mais j'ai fait le choix de partir en professionnel parce que j'étais quand même une élève qui devait travailler beaucoup pour des résultats moyens. J'avais marre, je n'avais pas envie de me prendre la tête. C'est très bien comme ça. Du coup, je suis partie dans un lycée agricole. J'étais dans une section où j'ai pu faire des stages. Principalement, j'ai fait des stages en milieu hospitalier, en bloc opératoire et tout. J'ai eu la chance parce que j'étais quand même mineure à l'époque de faire quand même des stages hyper intéressants. J'ai obtenu mon bac et dans mon année de terminale, j'ai passé mon concours pour entrer à l'école d'aide-soignante que j'ai eue. Pourquoi aide-soignante ? En réalité, c'est toujours un peu influencé par les choix parentaux. Mon père m'avait dit « mais oui, mais aide-soignante, il y a plus de boulot qu'auxiliaire de puériculture », qui était mon choix de base. Il m'a dit « fais aide-soignante, et puis plus tard, tu pourras faire auxiliaire de puériculture, mais au moins avec aide-soignante, on est sûr que tu as du boulot, etc. Il y a plus de débouchés. » Bref, comme pensent les parents,
quand on est jeune. Du coup, je l'ai écouté. Du coup, ce qui fait qu'à 17 ans, j'obtiens mon bac et je rentre au même âge à l'école d'aide-soignante. Donc, j'étais quand même hyper jeune. Et de plus, vu que j'avais fait ce bac pro service à la personne, du coup, j'avais que la moitié de la formation d'aide-soignante à obtenir. Donc, ce qui fait qu'à 18 ans, tout pile, je me retrouve dans le monde du travail. En fait, mon dernier stage pré-professionnel s'est déroulé dans une clinique privée en service de chirurgie et ils m'ont embauchée. Donc en gros, j'ai fini le vendredi et le samedi, embauchée en tant qu'aide-soignante. À 18 ans, j'étais dans cette clinique. J'y ai travaillé pendant près de 2 ans. Enfin, c'est ma seule expérience en fait en tant qu'aide-soignante. D'ailleurs, je suis le cas atypique de l'aide-soignante qui n'a jamais fait un stage en maison de retraite, qui n'y a jamais mis un pied. Je n'ai travaillé qu'en milieu hospitalier. Et d'ailleurs, ça m'a un peu suivi après avec mon expérience d'auxiliaire de puériculture. J'ai travaillé qu'en milieu hospitalier. Pendant mon expérience d'aide-soignante, j'ai travaillé dans différents services, enfin tous les services de la clinique en fait. D'ailleurs, c'était pas une clinique, c'était un hôpital privé. Donc je travaillais dans tous les services, chirurgie, générale, viscérale, orthopédique, gynécologique, urologique, en unité de soins continus aussi, donc les soins intensifs, et beaucoup en soins palliatifs, d'oncologie et de néphrologie. Parce que en fait, les 2 postes, donc j'étais volante, j'allais dans tous les services, mais les 2 services que j'ai fait le plus, c'est la chirurgie orthopédique, donc ça me plaisait beaucoup. Enfin, c'était hyper intéressant, j'assistais l'infirmière dans tous les soins et tout, j'étais toute jeune. Et ce qui me fait des fois un peu regretter mon expérience professionnelle en tant qu'aide-soignante, mais il n'y a pas de regret à avoir, hein, j'en ai parlé à mon père et tout, des fois je lui dis, mais je t'en veux parce que, enfin des fois je dis à mon père, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je t'en veux un peu parce qu'à 18 ans, j'ai vu des trucs pas très rigolos, c'est que j'ai beaucoup travaillé en soins palliatifs pendant ces 2 années-là. Et c'est vrai qu'à 18 ans, je ne sais pas si on est vraiment prêt à accompagner autant la fin de vie. Enfin, j'ai vécu des scènes, je m'en rappellerai toute ma vie, enfin, des familles qui te prennent dans les bras en sanglots, qui viennent de perdre leurs proches, ou toi tu fais ton tour, tu tombes sur le patient qui est parti. Enfin, c'est vraiment... je trouve que c'est quand même un peu hard à 18 ans. Voilà, j'étais pas préparée à ça. À l'école, on n'est pas forcément formé à ça. Franchement, très rapidement, je me rappelle, au bout de 3-4 mois, je me suis dit que j'allais changer de métier. Déjà parce que je trouvais ça vachement dur. Il y a des histoires de vie qui me marquaient. J'ai accompagné des patients qui avaient le même âge que moi alors que j'en avais 18 ans. Enfin, franchement, il y avait des histoires, c'était... Bref. Mais bon, avec le recul, c'est vrai que comme on dit mon père, ça forge le caractère et c'est une expérience de vie incroyable. Et j'ai l'impression un peu d'avoir fait une mission de vie aussi, d'avoir fait ça pendant 2 ans. De me dire, bon bah voilà, j'ai accompagné la fin de vie. Je clôt le passage aide-soignante. Pendant du coup que j'étais dans cette expérience pro, je me suis inscrite au concours d'auxiliaire de puériculture. Je l'ai eu et je suis rentrée à l'école d'auxiliaire de puériculture par la passerelle. Du coup, quand on est aide-soignante, on n'a que la moitié de la formation auxiliaire de puériculture à passer. Toujours pareil. Sachant que moi, je voulais faire la formation initiale. Je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait été refusé parce que je n'étais pas considérée en reconversion professionnelle, que la formation initiale était prise en charge financièrement et que du coup, le parcours aide-soignant n'était pas pris en charge. Donc en plus, je me suis retrouvée la seule de ma promo à payer ma formation. Bon bref, ça c'est toujours les trucs qui sont pas hyper... Enfin bref, c'est pas grave. Donc j'ai payé ma formation. Donc je rentre à l'école d'auxiliaire de puériculture, donc 2 ans après avoir eu mon diplôme d'aide-soignante. J'ai donc 20 ans. Et là, dès les premiers cours à l'école d'auxiliaire de puériculture, je me dis que je suis vraiment au bon endroit à ma place. Les cours me passionnent. J'ai tout de suite envie d'aller plus loin. Et je cherche des petites spécialisations à faire, des petites formations à faire en plus. Enfin, j'étais vraiment hyper investie. Et c'est là que je tombe sur une école de formation qui venait d'ouvrir, ou qui allait ouvrir même, qui n'était pas encore ouverte à Paris. Et donc tout de suite, je m'inscris et je fais un long cursus de formation, d'au moins 6 formations avec eux, il me semble. En gros, j'ai fait un peu tout ce qu'ils proposaient à l'époque. Je crois que j'avais fait tout leur catalogue. Je m'étais formée en massage bébé, massage prénatal aussi pour les femmes enceintes, en communication bienveillante, en porte-à-choix, allaitement maternel en plus, même si à l'école d'auxiliaire de puériculture, ils te forment aussi en allaitement maternel, en réflexologie plantaire pédiatrique, bref. J'ai un peu fait plein de formations et ça m'a trop plu, mais moi, je l'ai vraiment fait dans le but... pour ajouter ça sur mon CV, parce que ça m'intéressait vraiment. Aussi pour me donner plus de chance après de travailler en maternité, salle de naissance, suite de couche. C'était vraiment mon rêve à ce moment-là, de vraiment travailler en maternité. On m'avait dit que c'était quand même difficile pour les auxiliaires de puériculture de trouver une place, que déjà si elles avaient la double casquette aide-soignante auxiliaire de puériculture, on avait un petit peu plus de chance. Et je me disais, en plus, si j'ai toutes ces formations, ça va être un plus pour moi. Finalement, avec toutes ces professionnels, c'est vrai qu'on a fait partie des premières à créer ces petites entreprises qui, entre-temps, ont fleuri de partout, des entreprises d'accompagnement à la parentalité, parce que c'est vrai qu'avant la création de cette école, ça n'existait pas vraiment, ou très très peu. Et puis d'un coup, ça a fait un grand boom. En plus, il y a eu après le confinement, donc la plupart se sont développés sur les réseaux sociaux, etc.
Et dans cette vague, j'ai fait de même. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma première entreprise à 20 ans. Ça a été vraiment une aventure incroyable. Alors c'était pas du tout rentable, mais je le faisais vraiment pas pour ça en fait. Parce que je restais 4-5 heures chez les familles. La plupart je faisais pas payer. Enfin c'est évident que je n'étais pas rentable. Mais j'ai vraiment beaucoup appris. C'était vraiment chouette. Enfin voilà, j'ai fait mon petit site internet toute seule, mes petites cartes de visite. C'était aussi vraiment le début de l'entrepreneuriat pour moi. Enfin, c'était un drôle de monde. Et surtout, à l'époque, voilà, je me suis mis aussi sur les réseaux sociaux pour parler un peu de ce projet. Et c'est vrai que j'étais beaucoup contactée par les marques. J'ai fait beaucoup de collaborations avec de chouettes marques. Enfin, c'était vraiment à l'époque. C'était en 2020, du coup, que ça avait vraiment commencé pendant le confinement, que les marques me contactaient. Donc, voilà, c'était une expérience vraiment rigolote. Après, j'ai tout arrêté. Quelques années plus tard, d'ailleurs, j'ai fermé ma micro-entreprise. Partie de mon expérience et c'est vraiment rigolo. Mais il est vrai que dès le début, je me suis dit, tiens, c'est dommage parce qu'en fait, avec ce type de micro-entreprise, je ne cible que des personnes qui sont assez aisées, les personnes peut-être qui finalement ont presque le moins besoin de moi, d'avoir quelqu'un à leur domicile, etc., en individuel, parce qu'elles ont plus de moyens et que finalement, les familles les plus défavorisées, qui sont vraiment très isolées, etc., ne peuvent pas du tout se permettre de se payer mes prestations. Donc j'étais un peu frustrée sur le fait que socialement, ça ne collait pas à 100% avec mes valeurs, sur le fait que voilà, c'est vraiment un luxe de se payer une professionnelle qui va venir vous apprendre à masser votre bébé à la maison, ou vous apprendre à porter votre bébé en écharpe. Enfin bref, tout ça, c'est vraiment un luxe de prestation. Et du coup, je me suis dit, bon, ça ne colle pas forcément à mes valeurs, mais bon, je ne savais pas trop encore comment faire pour pouvoir en faire profiter plus de monde. Une fois que j'ai été diplômée d'auxiliaire de puériculture, c'est ce que je faisais en parallèle de mon métier, puisque du coup, j'ai trouvé tout de suite après ma formation un poste d'auxiliaire de puériculture en maternité. En salle de naissance et suite de couche, je faisais les deux. J'étais dans une maternité publique. Franchement, au début, c'était un peu dur. C'est bon, moi, du coup, j'ai été formée, j'ai eu mon diplôme d'auxiliaire de puériculture pendant l'année du Covid. Donc, j'ai manqué des stages, par choix. En fait, l'école ne pouvait pas suivre, nous assurer ou je ne sais quoi. Et donc, franchement, la salle de naissance dans une grosse maternité publique comme ça, était un peu sport au début. J'ai pris mes marques, mais il est vrai que quand même, je préférais être en suite de couche. Je trouvais que ça, et j'ai toujours trouvé que ça correspondait plus à ce que j'aimais faire vraiment, accompagner les familles, prendre le temps. L'accompagnement à la parentalité, c'est vraiment du coup quelque chose qui a marqué toute ma carrière finalement d'auxiliaire de puériculture et c'est vraiment le cœur de mon métier même. Je pense que ça guidera toute ma vie, ma pratique, parce que voilà, ça a été ma première entreprise et puis finalement, c'est toujours ce qui m'a le plus attirée et ce qui me plaît le plus parce que finalement, en accompagnant bien les parents, on accompagne l'enfant sans finalement être trop intrusif. Je trouve ça tellement pertinent et je trouve que c'est tellement notre rôle. J'ai toujours eu un petit faible pour la suite de couche et de toute manière, la cadre de l'époque l'avait bien compris. Je me rappelle, elle m'avait dit me mettez plus après en suite de couche. Mais c'est vrai que la salle de naissance, je trouve que c'était tellement médicalisé, ça partait tellement dans tous les sens. On n'était pas beaucoup à l'époque, on était 2 sages-femmes, 2 auxiliaires de puériculture. On était nuit, parce que c'était nuit que j'étais principalement à ce moment-là. C'était en plus un CDD. Du coup, quand ça s'est terminé, j'ai pas souhaité renouveler. Et j'ai décidé de partir en crèche parce que je me suis dit, mais profite, tu as été aide-soignante, tu avais des horaires pourris, tu travaillais en 12 heures. Ensuite, tu es partie travailler en maternité, salle de naissance, c'était ton rêve. Voilà, un peu inspiré par Baby Boom, c'était mon rêve de faire ça. J'avais encore des horaires pourris, encore plus, parce que vu que j'étais la dernière arrivée, je faisais énormément de nuits, voire que des nuits quasiment. Donc, je me suis dit, vas-y, va travailler en crèche. Enfin, tu auras des horaires classiques, le rêve, quoi. Et puis, du coup, je vais travailler dans une crèche, dans une très grande crèche. Et c'était trop compliqué. La crèche était très belle, etc. Les locaux, nickel et tout. Mais c'était trop compliqué. Il y avait trop d'absentéisme. Tout le monde partait, même la direction, c'était pas stable. Et du coup, voilà, j'ai pas souhaité rester. Donc, j'avais signé un CDI, mais du coup, j'ai démissionné. Ça me convenait pas. C'était trop instable. Les équipes. C'était vraiment les équipes. Il y avait personne qui était en fixe, quoi. Ça, c'est compliqué quand il y a beaucoup d'absentéisme. Et en même temps, je me disais que je suis un peu lâche, moi aussi je pars. Mais pour les enfants, c'est pas cool. Mais du coup, ça se répercutait énormément sur les enfants. C'était compliqué. Mais bon, bref. Passons. Du coup, je suis retournée à mes premiers amours. La maternité. Je me rappelle, j'avais fait 1 mois de pause. Aussi, je ne m'étais jamais posée depuis toute cette histoire de rentrer à l'école d'auxiliaire, monter ma petite entreprise, aller travailler en maternité et tout. Du coup, j'avais pris 1 mois de pause. Et là, je suis repartie de plus belle. J'ai postulé dans une petite maternité privée
qui est bien connu à La Réunion, qui est un peu une institution. J'ai été prise tout de suite. J'ai travaillé peut-être 2 semaines en suite de couche et j'ai été positionnée en néonate. Alors moi, je ne connaissais pas du tout la néonate. Et finalement, ça a été une révélation puisque j'y suis restée plusieurs années. Tellement que j'ai fermé la néonate parce que la maternité là a fermé. Donc je pense que si vous êtes réunionnais, vous savez de laquelle je parle. Et on a déménagé et on a ouvert la nouvelle maternité. Et donc voilà, j'ai découvert la néonate. Très rapidement, j'ai aussi signé un CDI. Et la cadre de l'époque m'avait proposé d'animer des ateliers parents-enfants parce qu'il y avait le projet de loi des 1000 premiers jours qui tournait. Et j'ai dit ok, trop chouette, on en vient. Au fait, je me disais mais c'est trop bien parce que si j'anime des ateliers au sein de la maternité, je vais pouvoir cibler tout le monde. En plus, ça va être des ateliers collectifs, ça va être tellement pertinent puisque moi, du coup, quasiment, je n'avais que de l'expérience d'ateliers individuels ou d'ateliers entre mamans qui étaient copines. Donc, c'est différent. Donc, je me suis dit, c'est trop bien. Donc, elle m'a dit, crée les ateliers et anime-les. Donc, j'ai créé tous les ateliers. Aussi, on n'avait pas de matériel, pas un gros budget. Donc, j'ai contacté des marques que j'avais pu travailler à l'époque. Enfin, tout fait lien finalement, avec lesquelles j'avais pu travailler à l'école pour qu'on fasse une collaboration, pour avoir pas mal de produits. Et animer les ateliers. Donc j'ai créé des ateliers massage bébé principalement et des ateliers portage physiologique. Du coup j'ai commencé à les animer comme ça et puis après je suis passée référente atelier par enfant. Donc le rythme c'était que j'animais minimum 2 ateliers par mois minimum. Ça dépendait après de la demande. Et puis par la suite, ça a évolué parce qu'on a fait un partenariat avec la maison de la parentalité. Et donc, j'allais animer les ateliers en dehors de la maternité. Comme ça, toute la commune, en fait, en bénéficiait. C'était un partenariat avec la mairie, en fait. Une convention tripartite. Donc finalement, c'était chouette parce que je sortais de la maternité. J'allais animer ces ateliers. Je m'habillais en civil aussi. C'est hyper important, je trouve, de ne pas avoir la blouse blanche. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important. Enfin, c'est même sûr, d'ailleurs, de toute manière, c'est plus facile pour les parents qui se confient, etc. Donc, j'animais les ateliers au sein de la maison de la parentalité et au sein aussi du LAEP, donc le lieu d'accueil enfants-parents, de temps en temps, quand il n'y avait pas de place. Donc, c'était trop chouette. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et vraiment, c'était chouette parce que j'ai vraiment eu des liens particuliers avec certaines mamans, certains parents même. Il y avait des papas, bien sûr, parce qu'il y en a qui venaient finalement tous les mois, puisque c'était gratuit, oui, je ne l'ai pas dit, c'était gratuit pour tout le monde. Voilà, si les parents n'avaient pas accouché dans la maternité, ils pouvaient quand même venir, vu qu'après, il y a eu la convention avec la mairie. Donc, c'était trop chouette. Et il y a eu des mamans qui sont venues enceintes aux ateliers de portage, à plusieurs, tous les mois, plus pour se voir, pour parler, pour échanger, parce que je prenais toujours le temps d'échanger, etc. Et qu'après, qui sont venus tous les mois avec leur bébé jusqu'à des fois 1 an, etc. Et donc, ça crée vraiment des liens particuliers. C'était vraiment trop chouette comme expérience. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, en même temps toujours, je voulais un peu reprendre ma micro-entreprise. J'avais commencé un peu à la reprendre. J'avais envie de passer un DU. J'avais envie d'évoluer. J'avais envie de faire un truc. Et à un moment, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Tu restes auxiliaire de puériculture, ce qui n'est pas du tout, je ne rabaisse pas du tout ce métier. C'est un métier magnifique et c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est plus, je me dis, mais à un moment, ça n'a pas de sens de sans cesse évoluer. Il n'y en a quand même pas beaucoup des auxiliaires de puériculture qui ont un DU, qui ont tant de formation, etc. Donc je me suis dit, oui, c'est une mauvaise idée de faire ce DU. Enfin, je voulais faire un diplôme universitaire en allaitement et soins de développement en néonat. Il pouvait se faire à distanciel, j'avais regardé. Donc de la Réunion, c'était OK. Et je me suis dit, ça n'a pas de sens de faire tout ça. Je me suis dit, ça n'a pas de sens de faire ce DU. Tu devrais mettre ton énergie dans quelque chose qui va vraiment te faire monter en compétences. Il y a un métier qui m'a toujours fait de l'œil parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Je reviens en arrière, mais pendant mon expérience d'aide-soignante, donc j'avais 18 ans, et la direction de cet hôpital privé m'avait dit, écoute Jeanne, tu as du potentiel, tu es jeune, tu vas quand même pas rester aide-soignante toute ta vie. Bon, c'est vrai qu'il me parlait un peu comme ça. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose quand tu es aide-soignante. On te dit tout le temps, mais il faut pas rester aide-soignante, il faut évoluer, il faut faire infirmière. Alors que là, s'il y a des aides-soignantes qui me regardent, c'est quand même un métier incroyable. Enfin, de tout ce que j'ai fait, c'est le métier le plus difficile, sans aucun doute. Mais c'est un métier qui est tellement utile à la société, vraiment, vraiment. Enfin, auxiliaire de puériculture aussi, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Enfin, bref.
C'est vraiment un beau métier. Mais c'est vrai que tout le temps, les cadres, etc., me disaient il faut évoluer, Jeanne, il faut que tu évolues, etc. Même mes collègues infirmiers me disaient tous il faut que tu évolues et tout. Et plein de fois, ça m'a torturé l'esprit. Je me suis dit mais est-ce que du coup, je fais infirmière ou pas? Puisque c'est là qu'ils voulaient en venir, en fait, évoluer pour devenir infirmière. Parce que quand tu es aide-soignant, c'est un peu la suite logique, tu fais infirmière. Et moi, mais plein de fois, j'ai réfléchi est-ce que je fais infirmière? Puisque du coup, la direction de cet hôpital privé me proposait de m'embaucher en tant qu'alternante infirmière. Donc ça pouvait se faire. En fait, ils me faisaient un contrat d'apprentissage et je serais revenue bosser un week-end par mois pendant les 3 ans et eux, ils me payaient pendant ma formation. C'est quand même une opportunité en or. Ça n'arrive pas quand même à beaucoup d'étudiants infirmiers. En général, c'était très rare d'être financé pendant ces études et ils me l'ont proposé. Donc je me disais dans l'idée, t'es un peu folle de refuser, tout le monde aurait accepté, etc. Mais vraiment, ce métier d'infirmière ne m'a jamais attirée. Vraiment, quand j'écoutais au plus profond de moi, je n'avais pas envie de faire ce métier, mais j'ai presque failli le faire pour me dire, ben, je suis pas normale, je dois avoir envie d'évoluer, etc. J'ai toujours eu envie d'évoluer. Je suis jamais d'ailleurs restée sur mes acquis. La preuve, on est 10 ans plus tard. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie professionnelle, mais j'avais pas envie de faire infirmière. Et aujourd'hui, je sais très bien que c'est un métier qui ne me plaît pas. Mais voilà, bon, bref, pourtant j'ai travaillé avec plein d'infirmières toute ma carrière, mais moi, je me suis jamais dit, quand je les voyais faire leurs soins techniques, perfuser un bébé, faire une prise de sang, je me suis jamais dit, ah, j'aimerais être à leur place. Parce que je sais que j'avais des collègues auxiliaires de puériculture ou aides-soignantes qui avaient envie d'avoir ces compétences en plus, ces responsabilités en plus, etc. Et moi, dans le métier d'infirmière, ça ne m'a jamais attirée. Par contre, du coup, on revient à nos moutons. Quand j'étais auxiliaire de puériculture, dans cette néonate où je faisais mes ateliers par enfants, etc., il y a un métier qui est arrivé comme une évidence que finalement je connaissais trop peu quand j'étais au lycée parce qu'avec le recul, si j'avais su, j'aurais sûrement fait des études de ça à la fin de mon lycée. Mais c'est vrai que je ne le connaissais pas assez bien. C'était le métier d'éducateur de jeunes enfants. Quand j'ai commencé à lire le référentiel du métier, je me suis dit mais c'est ça moi que j'aime faire. Enfin, j'aime l'accompagnement à la parentalité. Il faut savoir que dans le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, enfin en tout cas celui que j'ai passé parce qu'il vient encore de changer, je crois, ils viennent encore de reformuler un peu tous les blocs de compétences. Mais en tout cas, il y avait un bloc entier sur l'accompagnement à la parentalité, enfin, et puis sur le développement du jeune enfant, ça c'est vraiment ce qui me plaît. Et donc je me suis renseignée et je me suis dit comment faire maintenant que je suis dans la vie active, que j'ai mon salaire tous les mois, comment je peux, en étant dans ce job, continuer à évoluer et à obtenir ce diplôme d'éducateur de jeunes enfants, qu'il faut savoir est un diplôme de niveau licence, Bac+3, donc c'est quand même pas très simple à avoir. J'ai un peu regardé alternance, école, compliqué, et là j'ai vu qu'il existait en VAE, validation des acquis de l'expérience. Et je me suis dit ok, je me suis vachement renseignée, et je me suis dit, j'ai trouvé quasiment aucun témoignage de personnes qui passaient leur VAE d'éducateur de jeunes enfants en étant en poste en hospitalier. Parce qu'en fait, le but de la VAE, c'est de prouver que dans mon job au quotidien, j'exerce des missions d'éducateur de jeunes enfants. C'est un peu comme si j'étais déjà éducatrice de jeunes enfants et je viens juste chercher le diplôme. Donc par un mémoire, un gros dossier, ah bah mince, je l'ai pas pris là, mais un gros dossier dont je suis très fière, et ben en fait, on vient écrire, détailler toute une réflexion, une analyse de pratique, et ben en quoi on a un rôle, des missions et une posture d'éducateur de jeunes enfants. Et franchement, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite su dans quoi j'allais partir, parce que c'est vrai qu'avec ce poste de référente atelier par enfant que j'avais, puis d'autres choses que j'avais mis en place dans le service, je me disais, à mon avis, c'est possible que j'arrive à obtenir le diplôme, même si tout le monde me disait que je ne l'aurais jamais du premier coup, etc. Mais pas malveillant, c'était pas du tout malveillant quand les personnes me disaient ça. Elles me disaient que je ne l'aurais pas, tout simplement parce que c'était très rare, très atypique que quelqu'un le passe en hospitalier, et que voilà, tout ce qui est atypique fait toujours un peu peur, sûrement. Mais voilà, donc on récapitule, par rapport à la crèche, il n'y avait encore rien. Je m'inscris, et là, vraiment, je m'investis un truc de fou dans cette VAE d'éducateur de jeunes enfants. C'est-à-dire que j'avais mon CDI en néonate et tout mon temps libre était dédié à ça, et ça pendant 18 mois. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Mais vraiment, sincèrement, même pour la crèche, parce que c'est un travail différent, mais là vraiment, je travaillais, j'étais devant mon ordi, mais des fois, je passais des nuits entières. Mais vraiment, j'allais me coucher quand le soleil se levait. C'est pas pour faire du storytelling, c'est vraiment vrai. Et du coup, je me suis surinvestie comme si c'était une année d'études, parce que je me suis dit, forcément, le diplôme de JE, c'est 3 ans. Je me suis dit, sur 3 ans de formation, c'est quand même un diplôme de niveau licence. J'ai quand même pas la prétention de dire que je sais tout. Donc, il va vraiment falloir que j'aille chercher, voilà, que je décrypte bien tout le contenu de la formation et que j'aille me former sur les choses où je sais que je suis pas au clair. Par exemple,
les lois autour du social, etc. Puisque JE, c'est quand même un diplôme du social. Donc c'est ce que j'ai fait. Vraiment, je me suis formée, j'ai fait des formations, j'ai énormément lu. C'était une période où je lisais énormément. C'est là où j'ai créé un peu ma bibliothèque, ma collection, on va dire, de livres sur le jeune enfant, etc. J'ai énormément lu. Je me nourrissais intellectuellement de connaissances sur le jeune enfant, sur les neurosciences. J'ai assisté à plein de conférences, je regardais plein de vidéos, mais vraiment j'étais au taquet. Et ça pendant 18 mois parce que j'avais un seul objectif, c'était de l'avoir du premier coup. Même si on m'avait dit que c'était pas possible, même si on m'avait dit qu'à la réunion, ça faisait plusieurs années que personne ne l'avait validé du premier coup, je me suis dit, je vais y arriver. Et donc, l'oral arrive, je m'en rappellerai toujours, j'arrive à mon oral, il y avait 3 éducatrices de jeunes enfants. Et oh là là, je me fais bombarder de questions pendant 1 heure, ça part dans tous les sens, c'est pas du tout les questions auxquelles je m'attendais. Je sors de là en pleurant. Julien vient me chercher et il me dit bah, ça s'est mal passé et tout. Et je dis bah oui, c'est sûr que j'ai raté. C'était sûr parce que ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. On a fait que me transposer dans un lieu. Bon bref, je vais pas raconter ma VAE, mais voilà. Et donc, Julien vient me chercher et le lendemain, on partait en vacances à l'île Maurice. Finalement, il s'est avéré que les résultats devaient être un jour. Enfin, il nous avait annoncé que ça devait être un jour. Donc, ce jour-là, on avait prévu de ne pas sortir de l'hôtel, de rester pour que j'ai les résultats, même si quand même, dans ma tête, j'étais sûre que j'allais rater pour de vrai. Et finalement, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un bug informatique, il n'y a pas eu les résultats ce jour-là. Du coup, le lendemain, on était en excursion sur un bateau. Du coup, j'ai demandé au capitaine du bateau de me prêter son téléphone pour voir s'il y avait eu les résultats. Et il y avait eu les résultats. Et j'avais mon diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Donc, je l'avais bien eu du premier coup, alors qu'on m'avait dit que c'était pas possible. J'étais trop heureuse et c'était vraiment improbable comme scène. J'étais vraiment sur un bateau, sur un lagon d'eau turquoise, sur la petite île des Aigrettes à l'île Maurice. Et genre, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Enfin, je sais pas, c'est improbable comme découverte de diplôme. J'avais 25 ans, du coup, quand je suis devenue éducatrice de jeunes enfants, tout juste. Je venais de les avoir. Et donc là, avec ce diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, je retourne au travail. Et là, je sens que c'est difficile. Je me sens plus à ma place. Je me sens plus légitime. Je me dis, mais j'ai tellement bossé pour ce diplôme. C'est pas méchant et tout, mais voilà, j'avais l'impression qu'avec ce poste-là, j'étais arrivée au bout. J'avais envie de m'investir avec toutes les compétences que j'avais acquises pendant ces 18 mois, parce que franchement, moi, je l'ai pris comme 18 mois d'années d'études, à me former, à tout ce que j'ai lu. J'avais envie de mettre en pratique toutes mes nouvelles connaissances. J'avais un plancher, quoi. J'étais bloquée, quoi. Je ne pouvais plus le faire. Ce poste ne me correspondait plus. Mais ce qu'il se passe, c'est que quand j'étais arrivée à la fin de ma VAE-JE, Julien m'avait proposé, du coup, si tu regardes la vidéo et que tu ne sais pas qui est Julien que je parle depuis tout à l'heure, Julien est du coup mon associé, mais aussi mon conjoint. C'est pour ça que je pars en vacances avec mon associé. C'est aussi parce qu'on partage notre vie depuis plusieurs années maintenant. Il m'avait proposé de faire le projet crèche. Mais ça, normalement, il en a parlé sur sa vidéo de présentation à lui, qu'on n'a pas mis sur YouTube, mais qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Ou à l'heure où tu vois la vidéo, on l'a peut-être pas encore posté, mais ça va arriver dans quelques jours. Julien m'avait dit, bah, on fait la... J'aimerais bien, enfin, on avait parlé de faire une crèche, etc. Mais c'était qu'un projet, quoi. Enfin, on ne savait pas où ça allait venir. On ne savait pas trop comment s'y prendre, etc. Et c'est vrai que du coup, je m'étais dit, Julien était déjà entrepreneur à temps plein à ce moment-là. Parce que lui, il venait d'avoir son master également. On l'a eu le même mois. Enfin, on a eu le même mois nos diplômes respectifs. Et je m'étais dit, bah alors ça, qu'est-ce que c'est drôle avec le recul quand j'y pense. Je m'étais dit, bon, bah vu que Julien est entrepreneur, il avait sa société. Sa micro-entreprise venait de passer en société depuis 1 an à peu près. Je m'étais dit, bah, vu qu'on va faire une crèche, qu'on avait déjà le projet de l'acheter, etc. Mais c'était vraiment un projet. J'ai pensé comme un particulier. Je me suis dit, bah, il faut que je reste en CDI. Ça sera plus simple pour faire le crédit. Ceci ne sert absolument à rien. C'est une déduction. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. J'ai pensé qu'il fallait que je garde mon CDI pour pouvoir faire un crédit pour acheter la crèche. Mais sachant qu'avec le recul, mon salaire d'auxiliaire de puériculture en néonate, même si j'étais référente, ne couvrait absolument pas le prix du crédit de la crèche. Enfin, du coup, ça n'avait aucune logique. Mais après, très vite, quand on a demandé aux banques, ils ont dit que non, en fait, il n'y avait pas besoin d'un CDI. Si ce n'était le contraire, qu'ils préféraient qu'on reste disponible et qu'on se consacre à temps plein au projet. Et bon, bref, pendant quelques mois, j'ai cru ça. Donc je suis restée sur mon poste et finalement tout est allé très vite. En gros en octobre-novembre, j'apprends que je suis JE. Les fêtes de fin d'année passent, on se prend un gros cyclone à La Réunion, je ne sais plus lequel. Bref, je me retrouve confinée au travail pendant plusieurs jours.
c'était le cyclone Bellal. Il y avait eu ce cyclone-là. Et donc, on va rencontrer la mairie, la CAF. C'était un rendez-vous du coup qu'on avait demandé depuis plusieurs mois, mais on avait eu du mal à tous trouver une date. On fait ce gros rendez-vous, on se présente en tant que nouveau porteur de projet de crèche. Et ils nous disent, bah nous c'est ok, votre profil il est hyper cohérent, Julien va faire les chiffres administratifs, toi tu vas faire la direction de la crèche, t'es diplômé, etc. Bon, c'est parfait. Mais clairement, à Saint-Paul, il y a très peu d'immobilier. Il y a des gros groupes, ça fait des mois, voire des années qui cherchent des nouveaux terrains à acheter, des crèches à acheter, etc. Et qui ne trouvent pas. Donc en gros, ils nous ont dit, bon, ils nous faisaient comprendre qu'on allait galérer, voire jamais trouver un terrain ou quoi qu'est-ce à acheter. Parce que nous, on s'était dit qu'on allait acheter un terrain et faire construire. Et encore aujourd'hui, bon, maintenant avec le recul, avec tout ce qu'on a vécu, je sais pas, mais on trouve toujours que c'est une bonne idée parce qu'on est tellement jeune qu'on préfère partir sur une base neutre, faire une crèche vraiment sur mesure, etc. Ensuite, à ce rendez-vous, ben franchement, oui. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que la mairie nous avait dit qu'il fallait une crèche dans un QPV, enfin que eux, ils seraient ok de nous suivre pour une crèche dans un QPV, donc un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et ils nous avaient dit tel quartier, tel quartier, tel quartier. Enfin, il y avait une liste de quartiers. Il y avait, on va dire, 5 quartiers vraiment qui voulaient qu'on s'implante. Mais ils nous avaient dit, en gros, bon courage pour trouver du foncier là-bas, forcément, parce qu'on est dans la ville de Saint-Paul à La Réunion, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais forcément, voilà, c'est compliqué. Et sinon, si vous demandez, mais pourquoi Saint-Paul? Mais tout simplement parce qu'on habite à Saint-Paul. Il n'y a pas de plus. On n'a pas cherché plus loin, on n'est pas allé voir les communes à côté. On a d'abord pensé à notre commune, à nous. Ça ne nous a même pas traversé l'esprit. Nous, ça tombait bien parce qu'il y avait un quartier qui nous ont dit. Et comme quoi, quand un truc est fait pour toi dans la vie, c'est que c'est fait pour toi parce que c'est vraiment ça. Dans les quartiers qui nous ont dit, il y avait un quartier qu'on aimait particulièrement parce qu'on voulait acheter une maison dans ce quartier. Et on n'a pas voulu en acheter une, ni deux, mais trois. 3 fois, on a fait des offres d'achat au prix pour acheter une maison perso pour nous. Et notre offre n'a jamais été acceptée. Et là, une semaine après, on trouve le terrain dans le même quartier que les 3 maisons qu'on avait achetées. Mais c'est même pas le même quartier. Donc en plus que ça soit le même QPV, donc le même quartier prioritaire, c'est que c'est vraiment... tout est à 1 km à la ronde. Donc c'est dingue. Donc on fait une offre d'achat sur ce terrain. Elle est acceptée et 1 mois plus tard, on signe le compromis de vente. Entre-temps, bien évidemment, on avait informé la mairie qui était en mode tout de suite, ils nous ont répondu, mais dans l'heure, ils nous ont dit mais c'est parfait, nous on valide de ouf la localisation, enfin go, allez-y. En une semaine, on a trouvé le terrain pour la crèche. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, d'un coup, il y a une période où on s'est retrouvés complètement sous l'eau. C'est que d'un moment, on avait fait le compromis de vente chez le notaire avec du coup des deadlines. En gros, en 9 mois, il fallait qu'on ait fait le permis de construire, qu'il ait été accepté, qu'on ait obtenu le préaccord PMI, l'accord de la mairie, qu'on ait un prêt bancaire. Enfin bref, on avait tellement de boulot à faire que là, j'étais complètement sous l'eau. C'était la catastrophe d'arriver à gérer mon CDI en même temps. En plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai eu la bonne idée, après ma licence, mon diplôme d'éducateur de jeunes enfants, donc ma licence, de poursuivre en master RH. Donc j'ai été admise en master RH et eux aussi, je ne sais pas, il y a eu un bug à l'inscription, ils m'ont donné une deadline de 8 mois pour obtenir un master. Et ils n'ont jamais rien voulu entendre sur le fait de me rallonger ma deadline, en fait, tout simplement. Je ne pouvais pas faire un master en 8 mois, alors qu'en plus, j'étais en CDI temps plein, que j'étais en train de monter une crèche, que j'avais juste 10 000 papiers de choses à faire, etc. avec Julien. Et Julien, pareil, il avait intégré la même école de commerce, c'était en distanciel. Et lui aussi, lui avait mis une date plus courte, mais peut-être un peu plus longue que moi, je ne me rappelle plus. Mais enfin voilà. Et ils n'ont jamais rien voulu entendre. Par contre, ils ont pris l'argent, soit 5 000 € chacun. Bon, bref, ça c'est une histoire aussi. Ils n'ont jamais rien voulu entendre. Donc comment vous dire que j'ai commencé cette formation, que j'ai essayé tant bien que mal de tout faire. Je n'ai pas du tout réussi. D'ailleurs, très mauvais parce que c'était une période où j'étais très très mal psychologiquement à vouloir tout faire et juste ne pas y arriver. Il y avait un truc de trop. Mais moi, j'ai jamais abandonné quelque chose. Enfin, c'est un truc qui n'était pas du tout dans ma personnalité et du coup c'était assez difficile d'abandonner, mais du coup j'ai dû me résoudre à abandonner le master, enfin même pas abandonner, jusqu'au bout je leur ai demandé de me décaler la date, de me donner 1 an de plus, que je crée une entreprise. En plus c'est quand même une école de commerce, enfin ils pourraient comprendre que quand tu crées une entreprise, enfin voilà, je voulais juste qu'ils me rallongent d'1 an en fait, mes droits quoi, mais ils n'ont jamais rien voulu entendre. J'ai fait des lettres, des trucs, bref. Ils n'ont jamais rien voulu entendre, du coup ma formation s'est clôturée, donc j'ai fait une partie de la formation.
mais j'ai pas passé les examens, donc j'ai pas eu mon master. Je sais pas, peut-être c'est un truc qu'un jour je reprendrai. Mais soit, passons. Et du coup, voilà, là on a commencé à avoir l'accord de la mairie, j'ai commencé à dessiner les plans avec le constructeur, la PMI a validé les plans, mais tout ça, ça s'est fait en vraiment très peu de temps. C'était vraiment... Enfin, je sais pas si toi aussi tu es en projet d'ouverture de crèche, enfin, tu dois savoir, ou de micro-crèche. J'imagine que c'est à peu près la même chose, mais c'est-à-dire que nous, on a les partenaires en plus à qui on doit rendre des comptes, mais voilà, donc il a fallu monter aussi tous les dossiers pour être en partenariat avec la CAF et tout, mais des dossiers de fou, faire tous les rendez-vous, se présenter auprès de tout le monde. Mais c'était un truc de fou. Bon, en gros, j'étais complètement sous l'eau, j'avais trop de boulot, entre le CDI, tout ça, tout ça. Du coup, j'ai décidé prématurément de quitter mon CDI en néonate, mais aussi parce qu'en fait, dans l'idée, j'aurais pensé commencer à le quitter quand je commençais la construction. Mais c'est aussi que la banque au début qui avait dit qu'il nous accompagnerait dès le début, qui nous avait même fait les offres commerciales du crédit et tout pour la crèche, le banquier nous avait dit non mais ça sert à rien que vous restiez en CDI, de toute manière c'est pas pris en compte, c'est ce banquier-là qui nous a dit ça, ce qui en réalité est vrai. Du coup j'ai quitté mon CDI, ça m'a beaucoup soulagée. C'est la fin de l'histoire de mon parcours. Une autre fois on vous fera une vidéo sur vraiment le parcours de la crèche, de la création, etc. etc. Voilà, si cette vidéo t'a plu, c'était plus un podcast avec une image. Mais en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne YouTube. Comme je t'ai dit, on sera là une fois par mois. On a aussi un petit concept de vidéo normalement qu'on va faire, qui est très cool, qu'on devrait faire à partir du début de l'année prochaine. Donc tu pourras t'abonner pour suivre ça. Et puis dans tous les cas, on est toujours présent sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok, tous les jours en ce moment. Donc voilà, n'hésite pas à nous suivre. C'est tout. À bientôt.